Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié aux structures d'insertion par l'activité économique. Alors, la première recommandation que j'aurais à faire, c'est de bien valider que vos micros soient coupés. Bien sûr, vous n'oublierez pas de les rallumer lorsque vous voudrez vous exprimer. Nous allons enregistrer cette session. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera sur YouTube en accès privé et nous allons vous envoyer la semaine prochaine le lien qui vous permettra de revisionner cet échange. Alors, un échange qui va se passer en 3 temps. Un premier temps qui se veut ludique, qui nous permettra de découvrir les premières grandes lignes d'une définition de ce que pourrait être la structure d'insertion par l'activité économique. Un second temps où nous vous partagerons un diaporama qui reprend les essentiels de l'insertion par l'activité économique. Et enfin, un temps d'échange sur vos projets, sur vos questions. Voilà, donc on est censé tenir à peu près 2 heures. Cela se veut interactif et les questions posées, nous avons la chance d'avoir avec nous les représentants de l'IRIAE qui se présenteront et qui sont de grands spécialistes du sujet. Et si, Gaëlle. Et de ce fait, je me remettrai en retrait sur les questions très techniques, car moi, je reste sur une connaissance assez généraliste. Alors, on va commencer par les présentations. Donc, moi, je suis Marie-Laure Carlu, je suis chargée de mission ESS sur le département de l'Aisne chez BGE Picardie et je suis accompagnée de mes 2 collègues qui vont se présenter à leur tour. Enchanté, bonjour à tous. Bridard Célestin, j'effectue le même travail que Marie-Laure, mais moi, par contre, je suis sur le département de la Somme. Et je ne dirais pas le mot Il fait des phoque blagues, vous voyez, Célestin. Vous le connaissez tous. Et moi, Hélène Rouzet, je travaille sur mon territoire de prédilection, c'est l'Oise. Vous verrez, j'aime bien promouvoir l'Oise dans tous mes discours. Merci à tous les deux. Et j'invite aussi nos 2 collègues de l'IRIAE à se présenter. Écoutez, bonjour à tous. Je vais commencer. Donc, je m'appelle Gaëlle Elguezal. Donc, je suis chargée de mission développement économique et animation du club IAE Samarien. Donc, c'est du développement économique principalement sur le département de la Somme. Et j'ai aussi la casquette d'animatrice du club IAE Samarien. Donc, c'est une sorte de club d'entreprise qui rassemble 9 structures d'insertion sur le département. Et très, très brièvement, par rapport à l'interréseau, l'IRIAE Hauts-de-France, donc l'interréseau d'insertion de la région, qui rassemble en fait les 8 réseaux régionaux d'insertion au niveau de la région. Et du coup, on est en relation avec les 470 structures d'insertion qui maillent le territoire. Et globalement, au pôle développement économique et de façon très schématique, on fait du lien en fait entre les besoins des acheteurs, donc publics, privés, et les compétences des structures d'insertion. Et du coup, on utilise des outils comme le code de la commande publique ou bien les politiques RSE pour les entreprises. Donc voilà. Merci. Bonjour, donc Sylvain Bursan, responsable du pôle développement économique de l'Interréseau IAE Hauts-de-France, qu'a bien défini Gaël juste à l'instant. Alors, on fait aussi un peu d'accompagnement, enfin, on peut donner, alors, pas d'accompagnement, on parle pas d'accompagnement en tant que tel, mais de la primo-information, hein, c'est le but de la réunion aujourd'hui, hein, parce qu'on peut être amené à rencontrer des porteurs de projets également pour parler un peu de quoi en quoi consiste l'insertion par l'activité économique dans les projets. Donc, c'est le but de la réunion aujourd'hui. Donc, je remercie la PGE de nous avoir invités et associés à ce temps de rencontre. Donc, il ne faut pas hésiter à poser plein de questions. Et je m'excuse alors moi, je suis sur 2 temps. Je m'excuse par ailleurs parce que, et on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique est très portée actuellement au niveau national. Ça a fait l'objet récemment d'un appel à projet où les structures ont été appelées à se positionner pour créer de l'emploi. Et donc, on est aussi je suis en pleine revue de projets régionaux par rapport aux projets qui ont été déposés, notamment sur la Somme, sur l'Aisne et sur l'Oise. Donc, il y a des projets intéressants. Donc, je vais être bicéphale aujourd'hui, je m'en excuse. Normalement, c'était le jeudi, mais c'est vendredi. Bon, peu importe. Mais donc voilà. Et donc le
lien. Et puis après, effectivement, on est là aussi pour outiller les structures d'insertion par l'activité économique par rapport à des thématiques d'actualité, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit la mobilité, enfin les questions du grand âge, et donc de faire des liens aussi, d'apporter voilà, de la ressource aux structures qui se questionnent lorsqu'elles sont développées, hein, lorsqu'elles sont créées, mais sur des niches d'activité sur lesquelles elles pourraient se positionner. Voilà. Et je Merci. salue Stéphanie qui est présente. Merci Sylvain. Nous accueillons Viviane qui vient d'arriver. Donc, écoutez, justement, est-ce qu'on peut faire une rapide présentation des uns et des autres? Rémi, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Simplement vous présenter le projet. Si vous en avez un, on en parlera ultérieurement sur la fin. Et je vous remercie de nommer la personne suivante pour une présentation. Bonjour, moi c'est Rémi, voilà, je sors du secteur aéronautique et avec un associé, on cherche à monter une entreprise d'insertion. Et on a déjà un projet qui avance tout doucement au départ. Hein. Merci. Vous nommez Aurélie Duractus. Merci Rémi. Donc Aurélie dans l'Aisne, porteuse de projets en création de tiers-lieux et pourquoi pas aider à l'insertion professionnelle et autres. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et je passe donc la main à la Aurélie 2. On n'a pas le nom. Merci Aurélie. Bonjour. Donc moi aussi c'est pour la création d'un tiers-lieu dans la Somme et j'envisage aussi faire appel à une intervention dans le cadre de cette activité. Je ne vous ai pas très bien entendu Aurélie. Alors, je vais monter le son, peut-être que ça vient de chez moi. Voilà. Oui, je disais donc j'envisageais la création d'un tiers-lieu dans la Somme. Et donc là, je suis en pleine réflexion sur ce projet-là, à savoir est-ce que j'intègre de l'insertion dans ce projet-là. Là, il y a plusieurs pistes et c'en est une, effectivement. D'accord. Donc, ça Merci. Qui est-ce que vous nommez, Aurélie? Viviane. Viviane, vous avez entendu? Oui. Alors, bonjour à tous. Merci Aurélie. Donc, je suis Viviane Etena, directrice d'une association à Soissons qui s'appelle Équilibre Santé et Qualité de Vie. Nous avons beaucoup de projets de relance et notamment la création de tiers-lieux, excusez-moi, dont le projet a démarré depuis 2019, hein, avec pour projet également la création de l'ACI. Je nomme Stéphanie Cordelette. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je fais partie de l'équipe de l'Interréseau, donc avec mes collègues Gaëlle et Sylvain, et je suis un petit peu là aujourd'hui en tant que plutôt observatrice. Voilà, je vais bientôt rejoindre l'équipe et du coup, je me suis intéressée à ce webinaire. Et super. Je vous remercie. Merci Stéphanie. Bon, vous nommez qui? Oh, pardon, je n'ai pas nommé. Alors, je vais nommer Stéphanie. Forcément. Bonjour à tous, je m'appelle donc Stéphanie Allard et mon projet est de créer une association pour un bus rural itinérant afin de faire le lien avec les services publics. Et c'est un objectif économique, social et solidaire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci Stéphanie, merci.
Sur quel territoire, Stéphanie? Dans l'Aisne, pardon. D'accord, merci. Sur le Soissonnais ou le Rémois. Je n'ai pas encore ciblé la zone de chalandise. Oui, merci beaucoup. Merci, Stéphanie. Vous nommez, Stéphanie? Pardon. Il reste Marine, Laurie et Madame Marine. C'était l'autre bouton. Bon, c'est pas grave. Comme ça, bonjour. Moi, j'ai pour projet de monter un écolieu qui pourrait permettre l'insertion de personnes demandeuses d'asile. D'accord. Vous êtes sur quel territoire? Je suis dans l'Oise. D'accord, merci Marine. Vous nommez? Laurie, il me semble qui n'a pas parlé. Bonjour à tous et à toutes. Je sais pas, on m'entend, on me voit? Oui, on voit le bas de votre visage, mais voilà, oui, voilà. Ça y est, c'est bien, c'est parfait. Bon. Donc bonjour à tous. Je suis donc actuellement chargée de développement depuis 2 semaines à Espoir Avenir, donc qui est une ACI située au-dessus de Valenciennes, donc dans le nord. Donc je participe à cette réunion vraiment pour avoir des infos, voir ce qui se fait un peu ailleurs aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font, et je trouve ça sur des projets très très intéressants. Et on a aussi le projet d'ouvrir une ressourcerie BTP. Donc, super, voilà. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons... Ah non, Madame Verpilov? On ne vous entend pas. Le petit micro? Bonjour. Bonjour. Oui. Donc, je suis Cathy Verpillot. Ah, pardon. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Je suis chargée de développement en emploi et en insertion pour le département de l'Oise. Donc, je ne suis pas en train de rechercher, d'avoir un projet d'ouverture d'une SIAE, mais je suis dans ce cadre-là référente d'un certain nombre de SIAE sur un territoire. J'interviens sur un territoire qui est le territoire de Creil-Clermont dans l'Oise, donc territoire assez étendu avec à la fois de l'urbain et à la fois du rural et du semi-rural et du semi-urbain. Et donc, territoire où nous avons quand même 12 chantiers d'insertion. Également 2 associations intermédiaires et puis 2 ETTI. Donc, la SIAE, ça nous cause. Ça nous cause et ça nous concerne. Donc voilà, mon but, c'est un petit peu de prendre la température. Et puis, je suis également référente d'une action avec BGE. Donc, à tous ces titres-là, je trouvais que c'était intéressant de venir écouter ce qui se disait. Et puis, vous pourrez bien sûr intervenir vu votre expérience et vos connaissances. Donc, avec plaisir. Merci. Et bien voilà, donc pour les personnes qui n'avaient pas entendu, à partir de maintenant, nous allons... donc, il y a un enregistrement. Je crois que certaines personnes n'étaient pas arrivées. Donc, cet enregistrement est à but de lecture privée uniquement. Ce sera sur YouTube, on vous enverra le lien. Point. Ça ne sera pas destiné au grand public. Donc, les 2 heures à venir seront sur un premier temps, comme je vous le disais, ludique, avec un caout. Je vous demanderai de prendre vos téléphones portables pour pouvoir participer à ce jeu. Voilà, play, voilà, host, voilà. Célestin, si je fais des erreurs, s'il te plaît, aide-moi. Là, je le fais en mode classique? Oui. En mode équipe? Non, en mode classique. Oui. Okay. Voilà. Donc, vous voyez un numéro s'afficher, un code en fait d'accès qui est le 328 0700.
Vous prenez, si vous le voulez bien, votre téléphone et vous allez chercher l'adresse kahoot.it. C'est une appli. Et à partir de là, vous renseignez le code que je viens de vous donner et que vous voyez sur vos écrans. Nous avons Aurélie, qui est une habituée du jeu, Sylvain, manifestement, aussi. Dites-moi si vous rencontrez des problèmes, nous pouvons vous accompagner. Bah, super, Marine, Rémi. J'entends des petits oiseaux. Je pense que Viviane est arrivée. C'est ça. Tu peux couper ton micro, Viviane, ça ne te dérange pas parce que les oiseaux doivent venir de chez toi. Oui. Alors, attends, je pensais que c'était coupé. C'est sympa, hein, ceci dit. Hein. Voilà, merci. Alors, je pense qu'il manque encore la seconde Aurélie, Ah, Cathy. Aurélie, ok. Marie-Laure, est-ce que tu peux couper la musique de ton côté, s'il te plaît? Comment je fais? Dis-moi. Tout à droite, au-dessus de démarrer, tu as 3 icônes. Ah oui, je ferme. Et tu as l'icône avec ok, boum. Ah bah c'était celui d'en dessous. De quoi, non? Non, c'est pas ce bouton-là, c'est celui qui était en dessous. Le son, là? Bah oui, mais vous allez plus m'entendre. Si, mais on n'aura plus la musique par contre. En fait, à chaque fois que tu parles, on entend une musique un peu hachée. Ah, tu la mets à 0. Tu m'entends là? Voilà, tu m'entends parfait. toujours? Ouais. Okay. Oui, nickel. Et si tu peux juste passer en plein écran, donc avec le bouton qui est au-dessus de la double croche. Ah oui. Avec les deux flèches. Ok. Hop, voilà. Nickel. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde est là. Exprimez-vous. Si non, c'est bon. On y va alors. Alors, oui, encore. Il n'y avait pas de Stéphanie, c'est bon. Voilà. Au niveau des règles, donc il y a un petit côté challengeant, c'est-à-dire que vous allez avoir des questions avec une proposition de 4 réponses. Alors parfois, il y aurait la possibilité d'avoir un peu plus de réponses, mais le jeu ne permettait pas, il y a 4 réponses possibles, donc voilà. Et un temps dédié. Donc en fait, vous gagnez des points à partir du moment où vous répondez, vous choisissez la bonne réponse, et aussi le temps de réponse. Plus tôt vous répondez, plus tôt vous avez des points d'attribuer. Je appuie donc sur démarrer. Attention, la première question du quiz, c'est une mise en jambe. Qu'est-ce que ça veut dire SIAE? Service intérimaire de l'administration des entreprises, Société internationale de l'aéronautique et de l'espace, structure d'insertion par l'activité économique. Bon, sigle impossible à enregistrer. Ce n'était pas du tout ce que j'avais noté, mais ce n'est pas grave. Eh bien, dites donc, bravo. La mise en jambe est apparemment était inutile. Nous allons aller sur la question suivante. Non, d'abord, les scores. Bravo. Nous avons Laurie en tête qui a répondu beaucoup plus rapidement. Pour autant, c'est très, très serré, donc bravo à tous. Question suivante. Les premières SIAE donc, ont été créées dans les milieu des années 60, suite à la seconde crise pétrolière, c'est-à-dire les années 80, en même temps que la Sécu, c'est-à-dire 1945, où en fait elles ont toujours existé. Nous avons déjà 8 réponses sur 10. Alors 5 ont répondu suite à la seconde crise pétrolière. 2 ont répondu à la bonne question. Effectivement, dans les années 60, au milieu des années 60, ce sont des travailleurs sociaux qui ont imaginé le concept. Et ce concept est intégré maintenant à la loi, puisqu'une loi légifère, une loi de 98,
sur l'insertion, les entreprises d'insertion. Donc voilà, bravo à tous. Laurie cède sa place à Cathy, suivie d'Aurélie, et Laurie est arrivée à la 3e position. Je sens que c'est très serré. Vous avez une question qui est assez facile. Il s'agit de trouver l'intrus. Donc, le point commun, c'est le I, mais laquelle de ces structures ne fait pas partie des SIAE? L'atelier chantier d'insertion, l'entreprise d'insertion. Toutes les structures sont de l'IAE ou le TTI, entreprise de travail temporaire d'insertion. Nous avons... Bravo. Effectivement, elles sont toutes des structures d'insertion par l'activité économique. Vous verrez au travers du diaporama, il y en a d'autres, dont l'AI, que je crois que je n'ai pas cité là, et le ITI. Nous détaillerons chacune de ces structures à l'occasion du diaporama qui s'ensuit. Cathy garde la première position, suivie de très près par Sylvain et par Gaëlle. Aurélie et Laurie P, pardon. En fait, Katia a fait la plus grande série avec 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo Cathy, pardon. La question suivante, laquelle de ces structures peut-elle porter une SIAE? L'association du Bois Fleuri, la communauté d'agglo du Beauvaisis, la SARL Mécano et Fils, ou en fait tous peuvent porter une SIAE. Nous avons 2 secondes, 9 réponses. Effectivement, toutes peuvent porter une structure d'insertion par l'activité économique. En fait, ce qui va être déterminant pour l'ouverture d'une structure d'insertion par l'activité économique, ce sera avant tout son conventionnement. Une association, une SARL, une communauté de communes, une municipalité tout simplement, peuvent prétendre à ouvrir une structure d'insertion par l'activité économique, mais il y a des étapes qui vont déterminer la possibilité réelle ou pas d'ouvrir. Ce sera donc l'étape du conventionnement. Alors, nous avons toujours Cathy en tête, suivie de Sylvain et Gaëlle, d'Aurélie P. Rémi qui est arrivé, je crois, non ? Sur le positionnement. Donc, bravo. Et Cathy fait la plus grande série avec 4 bonnes réponses. Félicitations. Vrai ou faux? L'IAE est présente dans tous les secteurs d'activité. J'aurais pu, apparemment, vous avez déjà tous répondu très rapidement, j'aurais pu passer. Alors, oui, pratiquement ouais, tous les secteurs. Là, effectivement, je veux bien que Sylvain et Gaëlle interviennent, mais à ma connaissance, tous les secteurs d'activité sont concernés par l'insertion par l'activité économique. Si vous n'intervenez pas, c'est que je n'ai pas fait d'erreur. La question suivante, non, d'abord, le A. Sylvain est passé en tête. Donc, Sylvain est vraiment très attentif et n'est pas sur sa 2e réunion. Je suis flattée. Ah, donc, bravo. Et mais vous avez raison, tous les secteurs d'activité peuvent être visés. Enfin, après, voilà, en fonction de la nature des projets, de la nature des structures, mais on aura l'occasion d'y revenir. D'accord, merci Sylvain. Aurélie P, Rémi et Cathy. Cathy, c'est cette question qui vous a fait chuter, descendre, mais vous allez vous rattraper sur la suivante. Le principal objectif d'une SIAE est la production à moindre coût, de proposer un salaire aux personnes éloignées de l'emploi, de participer au développement économique local, l'accompagnement socio-professionnel permettant un retour à l'emploi. Oui, effectivement. C'est cette dernière réponse, l'accompagnement socio-professionnel permettant un retour à l'emploi. Pour autant, bien évidemment, lorsqu'on est intégré dans une structure d'insertion par l'activité économique, on a le droit de toucher un salaire. Et bien évidemment, une structure d'insertion par l'activité économique, entre autres,
participent au développement économique local. Ce qui serait assez malsain dans la démarche d'ouverture d'une structure d'insertion par l'activité économique, c'est de viser essentiellement la production à moindre coût sur le dos des salariés. Mais je pense que là, on est bien au fait de tout ça. Alors, Sylvain, Gaël, Aurélie, Rémi, qui vient de faire la plus grande série avec 4 bonnes réponses d'affilée, bravo, et Marine. Donc voilà le peloton de tête pour ce jeu jusque-là. Pour bénéficier de financement, une SIAE doit présenter un super business plan, avoir au moins 3 encadrants diplômés, être conventionné et en accueillant des personnes agréées en fait, qui ont été présentées par des structures qui ont… Oui, voilà, ok, voilà, vous avez tous répondu déjà. Alors, présenter un super business plan, je vous assure que j'avais bien vérifié que ce n'est pas présentateur, je suis vraiment navrée. Ça va faire partie des étapes que vous devrez passer pour pouvoir prétendre à présenter votre dossier. Mais bien évidemment, ce sera le conventionnement et l'accueil de personnes qui ont été agréées, qui ont reçu un agrément des structures des prescripteurs que nous allons découvrir ensuite, qui peuvent recevoir ce financement. Alors, Sylvain, dis donc, Sylvain, il y a un écart qui se creuse avec Gaël. Que se passe-t-il? Rémi, Marine et Cathy, on voit toujours apparaître les mêmes… J'ai un réseau meilleur peut-être. Pardon? Je dis j'ai peut-être un meilleur réseau et du coup j'ai des questions qui arrivent plus vite. J'ai aucun mérite. Bravo. Suivant. Qui finance les SIAE? L'État, le conseil départemental, le Fonds social européen, le PLI, la commune, le conseil régional, ou tous à des niveaux différents? Oui, effectivement. L'État, bien évidemment, c'est une bonne réponse, mais la bonne réponse, ce sont tous ces financeurs et en fonction des structures, à des niveaux différents. Bravo. On peut considérer que la personne qui a fait la soi-disant mauvaise réponse n'a pas perdu en fait quand même. Voilà. Du coup, ça modifie. On est toujours avec Sylvain qui a une meilleure connexion en tête. Alors, le conventionnement d'une SIAE est valable 10 ans, vrai ou faux? En fait, c'est faux. Donc, le conventionnement est annuel ou voire triannuel, je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire, oui, voilà. Et il sera dépendant de différents critères, dont, par exemple, et nous verrons plus tard, la notion de sortie, en sortie dynamique ou sortie positive, on verra le détail plus tard. Voilà, si vous avez des remarques, Sylvain ou Gaël, ou les autres personnes qui ont cette connaissance précise, vous pouvez intervenir et sinon on le verra plus tard. Alors, pardon, oui? Non, mais ça fait partie, je pense, des éléments qu'on doit voir par la suite. Plus tard, voilà. Attention, la connexion de Gaël semble être de plus en plus performante. Cathy, Laurie, on a toujours les mêmes dans le peloton de tête. Félicitations à tous, quoi qu'il en soit, pour se prêter au jeu. Les aides SIAE, oh là, j'ai pas eu le temps de vous montrer, donc ce sont des aides au poste, des aides du Fonds social européen, des réductions des cotisations sociales où toutes les réponses sont bonnes. En fait, on a une variété de… Oui, voilà, toutes les réponses sont bonnes. L'aide au poste, effectivement, mais en fonction, là aussi, des différentes structures, vous avez des aides bien spécifiques, en sachant qu'il y a vraiment un point commun. Majoritairement, elles ont pratiquement toutes les mêmes. Ah, ben voilà. Sylvain était gentleman. J'ai l'impression. Bravo. Pardon Gaëlle? J'en ai bien l'impression.
Donc Gaëlle, vous avez fait la plus grande série avec 8 bonnes réponses d'affilée. Bravo, bravo. Quel type de contrat est proposé dans une SIAE? Un CDD de 3 mois, un CDDI d'une durée minimum de 6 mois renouvelable une fois, un CDDI d'une durée minimum de 4 mois renouvelable dans la limite des 24 mois. Effectivement. Effectivement, on doit proposer à minima un CDDI de 4 mois et ensuite, en fonction des critères, le CDDI est renouvelé ou pas. Ensuite, s'il y a une notion de carence entre les différentes périodes d'insertion dans un établissement d'insertion par l'activité économique, à raison de 2 ans entre ces deux périodes de droit ouvert, et là aussi, on y reviendra. Gaëlle a donc décidé de garder la première place, suivie de Cathy, Sylvain, Marine, je crois, et Rémi. La dernière question. En 2019, combien y avait-il de SIAE conventionnées? 508 entreprises conventionnées, une moyenne de 3 par département, 1410 structures conventionnées et pas une de plus, 3843 précisément. Les chiffres, oui, bravo, dites donc, vous aviez tous eu l'information avant moi, donc les chiffres ont été pris sur un organisme d'État, .gouv, et ils sont de 2019. Sylvain a repris sa place pratiquement, il remonte, ça va être très très serré avec Gaëlle. Bravo, entre Cathy et Sylvain, c'est très proche et il n'y a pas grand-chose de différence. Il en est de même entre Marine et Rémi. Félicitations à tous. Ah non, ce n'était pas la dernière. Qui ne peut pas bénéficier d'un parcours dans l'insertion d'activité économique? Un allocataire ASS, un demandeur d'emploi de moins de 6 mois, un bénéficiaire RSA, une personne en grande précarité. Bravo. Le demandeur d'emploi de moins de 6 mois n'est pas éligible. Nous le verrons, allocataire ASS, bénéficiaire RSA et d'autres ont la possibilité d'intégrer les structures d'insertion par l'activité économique. La question a été tournée de façon à ce que vous soyez un peu perturbés. Je pense que ceux qui ont coché la rouge et la verte et la bleue étaient dans la formulation qui a droit. Voilà. Donc, Marine a pris la 3e place, bravo. Et Gaëlle a 11 bonnes réponses. Je crois que c'est le logiciel qui bug parce que Gaëlène, à mon avis, ce n'était pas le prénom initial de Gaëlle. Alors, les personnes admissibles peuvent être proposées par Pôle emploi, une SIAE carrément, la mission locale, et toutes les réponses sont bonnes. Oui, toutes les réponses sont bonnes. Et là, vous verrez, il y a d'autres prescripteurs. Nous allons les découvrir dans le diaporama. Voilà, merci à tous. Alors, en 3e position sur le podium, Marine, bravo, suivie de très près par Sylvain, et la grande finaliste à qui je remets la couronne de vainqueur, c'est Gaëlle. Bravo Gaëlle. Bravo à tous pour avoir... vous êtes prêtés à ce jeu. J'arrête le partage d'écran. Vous m'excuserez, Stéphanie Cordelette, je n'ai pas pu jouer parce qu'en fait, j'ai une connexion très mauvaise et ça n'a pas arrêté de me couper. L'essentiel, si vous avez pu au moins voir les questions et les réponses qui vous ont peut-être apporté des éléments, c'est déjà ça. Oui. Dommage, vous sauriez certainement gagner. Oui, sûrement d'ailleurs. Alors, est-ce que sur cette première approche, vous avez des remarques, des questions? Sinon, nous allons directement sur le diaporama qui sera co-présenté avec nos collègues de l'IRIAE. C'est bon?
Bon, eh bien, écoutez, je vais partager mon écran. Je vais mettre en pleine en visio. Voilà. Est-ce que... Voilà. Ah, excusez-moi, je fais encore un petit réglage, j'ai une barre d'outils qui me gêne. Donc, structure d'insertion par l'activité économique. Sur ce diaporama, vous avez les essentiels. Il y a à peu près 29 dias ou 30, je ne sais plus. Une structure d'insertion par l'activité économique, son premier rôle reste de concilier l'économique, le social et le territorial. Cela fait maintenant plus de 25 ans que les structures d'insertion par l'activité économique sont des actrices, des acteurs de l'emploi local et de l'économie locale. Voilà, je m'en doutais, il ne veut pas passer à la slide suivante. Appuyez plus fort. J'appuie plus fort, il n'en veut pas. Je vais revenir à... J'avais prévenu mon cher Célestin que je rencontrais ce problème. Et voilà, c'est vraiment très agaçant. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé une autre façon d'y arriver. La mission première. Alors, in fine, ce sera l'insertion. Le but ultime, c'est l'insertion. Mais dans les textes et dans la définition que l'on trouve un peu partout, ce sera de proposer un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes éloignées de l'emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Les difficultés sociales peuvent aller jusqu'à je suis complètement déconnectée de tout. Je peux être aussi une personne qui vit dans la rue. Je peux aussi être tellement éloignée de l'emploi que je doute de moi et je suis convaincue que je ne peux plus rien faire. Je suis aussi déconnectée parce que je ne sais plus me lever à 8 heures pour prendre mon travail. Je ne sais plus non plus accepter ou partager le travail avec autrui, accepter les ordres ou... Et surtout, je suis en grande précarité. Voilà. Voilà, bon, c'est pas possible. Qui peut bénéficier d'un parcours d'insertion par l'activité économique? Eh bien, en fait, les personnes en difficulté sociale ou professionnelle, donc précarité, âge, je viens de vous le dire aussi. Santé, nous avons les adultes handicapés, les personnes qui bénéficient d'une âge peuvent bénéficier d'un parcours d'insertion. Ces personnes sont orientées par un prescripteur habilité ou un orienteur vers une SIAE. Donc, nous verrons dans les slides suivantes qui sont ces personnes. Ou alors, vous pouvez pouvoir bénéficier de cette insertion dès lors que vous êtes directement orienté par une SIAE. Alors, j'ai un exemple tout simple. Ma petite expérience professionnelle dans cet univers, je travaillais dans une SIAE qui était associée à une structure d'hébergement. Donc, nous connaissions les personnes hébergées, entre autres des personnes qui étaient en France depuis moins de 2 ans, d'origine africaine. Et c'est à ce titre que la structure a autorisé d'intégrer l'intégration donc des personnes qui étaient hébergées dans la partie hébergement de notre structure. Voilà. Et bien évidemment, il y a cette notion de validation de l'éligibilité du candidat. Et là, un peu plus loin, nous allons découvrir quels sont ces critères qui font que. Donc, quels sont les critères administratifs pour pouvoir intégrer une SIAE? Merci à Gaël et à Sylvain de m'avoir fait parvenir ce document. On est sur 2 niveaux d'intégration. Dans un premier temps, il y a le niveau 1, où vous avez la possibilité donc, de prendre des personnes bénéficiaires de l'allocation d'adultes handicapés, du RSA, de l'ASS ou des chômeurs de très longue, enfin des demandeurs d'emploi de très longue durée. Ce niveau 1 fait que vous pouvez, un seul critère suffira. Ou
si vous n'avez pas devant vous une personne qui a ce profil social, vous avez le niveau 2, mais sur ce niveau, il faudra pouvoir répondre à 3 de ces critères, à savoir avoir plus de 50 ans ou moins de 26 ans, ou est sortant de l'aide sociale à l'enfance, ou est n'avoir qu'un niveau d'études CAP, BEP, venant de zones de revitalisation rurale ou de QPV, et être un travailleur social handicapé, être un parent isolé. J'ai marqué SDF, c'est parce que je n'avais pas vraiment de place, mais ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment de domicile, qui sont identifiées comme étant à la rue. Et il y en a un en plus que j'ai oublié, mais qui est bien là, et je vous l'ai donné en exemple. Ce sont les personnes arrivées en France depuis moins de 2 ans. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous avez des remarques, Gaëlle? Non, pas de remarques particulières. C'est vrai que c'est très détaillé. Mais c'est vrai que l'idée, globalement, c'est des personnes qui rencontrent vraiment des difficultés sociales et professionnelles importantes, quoi, qui les a éloignées de l'emploi au fur et à mesure. Donc voilà. Merci. Alors, tous les secteurs de l'activité économique sont concernés par l'IAE. Vous pouvez créer une structure de mise à disposition de personnel qui sera donc axée sur le nettoyage. Vous avez aussi tout ce qui va être l'administration, l'informatique. Vous pouvez, et on a majoritairement des structures qui vont s'ouvrir dans la collecte ou le traitement, le recyclage des déchets. Soit c'est vraiment le gros, ou alors sur les activités d'entretien paysager, ce que vous voyez, les municipalités qui ont créé leur structure d'insertion par l'activité économique pour l'entretien des espaces verts. Voilà, vous avez un échantillonnage ici, la restauration de toutes les structures possibles, les secteurs possibles. Une remarque, Gaëlle? Non. Non, pas particulièrement. C'est vraiment très large, hein, et ça va aussi sur on va dire des niches, un petit peu sur l'économie circulaire, la gestion des déchets, etc. Donc c'est vraiment très large. Merci. Alors, les différentes structures de l'IAE, 4 sont très connues. L'ACI, l'EI, l'AI et le TTI. Donc, l'atelier chantier d'insertion, l'entreprise d'insertion, l'association intermédiaire, l'entreprise de travail temporaire en insertion et l'EITI, qui est l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, donc qui est assez récente, qui a moins de 2 ans, d'après ce que j'ai découvert récemment. Alors, pourquoi j'ai mis ce triangle avec l'EITI en pointe et l'ACI en socle? C'est tout simplement parce qu'a priori, au travers des chiffres, en termes de salariés, on a beaucoup plus de salariés dans les ACI que dans les EITI. Et par contre, les points communs entre l'ACI et l'AI sont que ces 2 structures, vous voyez sur le schéma suivant, se rapprochent beaucoup plus de l'utilité sociale, avec une notion de mise à disposition de personnel sur l'AI et une notion de production sur l'atelier, le chantier d'insertion. Plus nous allons vers le secteur marchand, là, nous avons donc les entreprises d'insertion et les ETTI. Alors, quand on parle de secteur marchand, ça peut être aussi, donc toujours, encore une fois, la mise à disposition de personnel. Et voilà. Des commentaires, Gaëlle? Oui, souvent, classiquement, les structures d'insertion, on les classe en 2 catégories. Donc, celles qui font de la mise à disposition de personnel, hein, c'est ce qui est très bien montré dans votre schéma, avec les associations intermédiaires et les ETTI, et en parallèle, celles qui produisent des biens et des services, donc les ACI et les EI. Et en parallèle, il y a, on va dire, la 5e SIAE, un petit peu à part, du coup, que sont les EITI, donc les entreprises d'insertion par le travail indépendant. Donc, c'est une forme récente, hein, vous l'avez souligné, qui permet, on va dire, un travail un peu plus indépendant,
puisque en fait, ça permet toujours à des personnes sans emploi, donc qui rencontrent des difficultés, d'exercer en fait une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et un accompagnement. Donc voilà, c'est une autre catégorie assez récente. Merci. Alors, le but ultime reste l'insertion. Donc, bien évidemment, les payeurs vont regarder de très près le taux de sortie des différentes structures d'insertion, et ce taux de sortie va être aussi déterminant pour le renouvellement ou pas d'un conventionnement. Vous voyez au travers de ce petit tableau que les entreprises de travail temporaire en insertion sont celles, et c'est normal, elles sont plus proches de l'emploi, qui ont un taux de sortie le plus élevé, suivi de très près par les ateliers intermédiaires, donc 51 et 47% respectivement, et que l'EI et l'ACI sont un petit peu à la traîne. Mais encore une fois, de par la définition de ces structures, il est normal que le TTI et l'AI soient plus proches d'un taux de réussite de sortie positif et important. Alors, justement, la notion de sortie, il y a 3 types de sorties mesurées et regardées par les payeurs. La sortie en emploi durable, la sortie en emploi de transition et la notion de sortie positive. La sortie en emploi durable, eh bien, en fait, dès lors qu'un salarié est sorti pour un CDI ou un CDD ou une mission d'intérim de plus de 6 mois, il est considéré comme il est inclus dans la catégorie des sorties en emploi durable. Et il peut aussi être employé en fonction publique ou avoir créé son entreprise. L'emploi de transition, ce sera le CDD, mais cette fois-ci de moins de 6 mois, ou un contrat aidé chez un employeur de droit commun. La sortie positive, c'est en fait tout ce qui va être axé sur les formations, la formation préqualifiante ou qualifiante, mais ça peut aussi être une embauche dans une autre SIAE. Par contre, je crois que là, on est sur une notion de carence entre ces deux, dès lors que le salarié a dépassé ses 2 ans. J'aimerais bien avoir une petite information complémentaire sur il y a une carence de 2 ans ou pas entre ces 2 embauches ou pas. Je ne sais pas, Gaëlle. Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question, pardon? En fait, sur la notion de sortie positive, je suis étonnée du fait que l'on y intègre les embauches dans une autre SIAE. À partir du moment où on a un droit acquis de 24 mois, c'est possible dès lors que l'on passe de 6 mois à 6 mois dans une autre structure, mais si l'on a éclusé ces 24 mois de droit, je pense qu'on ne peut pas considérer ça comme une sortie positive puisqu'il faut 2 ans de carence entre les 2 structures. Alors oui. pour les... Vas-y, Sylvain. Non, mais votre analyse est bonne, Marie-Laure, mais c'est juste, il faut considérer un salarié en insertion qui est dans une structure qui, pour X ou Y raison, projet professionnel peut-être en inadéquation, support d'activité qui ne correspond pas, va d'une structure à une autre. Du coup, la première structure sort le salarié en insertion qui glisse sur une autre structure d'insertion. Et c'est valorisé comme une sortie positive pour la structure, pour la structure qui sort le salarié. C'est juste ça. Et il y a des possibilités de parcours. Alors, je suis désolé parce que j'ai encore une fois, je suis sur les deux, mais cette notion de parcours qui a peut-être été évoquée, mais ACI, AI, enfin ce qu'on appelle ACI, AI, EI, TTI, c'est-à-dire que on part du plus loin pour aller vers ce qui se rapproche le plus du monde de l'entreprise. Et donc, il peut y avoir des glissements aussi de salariés qui sont en ACI et qui glissent vers une EI ou qui glissent vers une TTI. Et donc, c'est considéré comme une sortie positive pour l'ACI. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que j'ai été clair? Oui, en tout cas pour moi, oui. Parce que je suis dans le monde, on est dans notre monde, alors excusez-moi,
avec nos sigles voilà. Donc voilà, c'est vraiment cette notion, parce que on aura l'occasion d'y revenir. Les financeurs regardent un peu ce qu'on fait des publics, c'est le projet, hein, et ça vous avez bien insisté en introduction. Mais voilà, donc un public A sort d'une structure pour aller vers une autre structure, voilà, c'est considéré comme administrativement comme une sortie positive pour la structure qui a démarré cet accompagnement. Voilà. Merci Sylvain. Alors là, vous avez un tableau récapitulatif qui a d'ailleurs été, j'avais trouvé ce tableau en ligne, mais l'équipe de Sylvain et son juriste m'ont fait parvenir ce tableau qui est beaucoup plus précis. Vous avez, il y a en 2 temps, la slide suivante vous donnera les financements. Donc vous avez la forme juridique par entreprise d'insertion, la notion d'activité aussi par type d'entreprise d'insertion et les modalités de recrutement. Tout à l'heure, nous parlions, entre autres, de cette notion d'agrément. Vous voyez ici qu'en point commun aux 4 structures évoquées, donc il y en a une 5e qui ne figure pas, le ITI, vous avez la notion d'agrément par Pôle emploi. La slide suivante, qui à mon avis intéresse beaucoup plus, c'est la notion d'aide par structure. Je ne vais pas détailler la notion d'accompagnement social et professionnel, ce qui doit être fait, parce qu'en gros, on est toujours sur le même grand principe, hein, qui restera un réel accompagnement socio-professionnel, une notion d'information et d'orientation aussi, et puis aussi de résolution de différentes problématiques administratives. Enfin, voilà, c'est l'esprit de toute façon des structures d'insertion par l'activité économique. Mais pour les aides, vous pourrez constater qu'il y a quand même de nombreuses aides, et avec pratiquement un point commun, pratiquement toutes les mêmes aides. La notion d'exonération de cotisation FNAL, alors là j'avoue je ne sais pas ce que c'est, et du versement transport, quelle que soit la durée d'activité, et le point de différence que j'ai trouvé sur ce tableau. Sylvain, je vois que vous regardez avec attention. Non? Oui. La question, c'était quoi? Excusez-moi du coup. En fait, je trouvais que globalement, on avait pratiquement toutes les mêmes aides. Oui. Après, ça va être à des pourcentages, des degrés différents, bien sûr, avec des montants différents. Mais j'avais identifié cette exonération de la cotisation FNAL et du versement des transports, quelle que soit la durée d'activité, pour les associations intermédiaires. Oui, voilà. Oui, non, mais vous voilà, avez, c'est le point de différence. Ouais. De toute façon, ce document, vous l'aurez, il est intéressant, surtout il est actualisé. Et si vous avez votre business plan, vous êtes au stade du business plan, c'est ce genre d'éléments qui vont être, d'informations qui vont être très intéressantes pour avancer sur votre projet. Alors, il y a des points… Sur les aides, après, on pourra effectivement y revenir. Il y a, je vois le FDI, le département, mais voilà, il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mobilisés, mais ça, vous le faites aussi, je pense, dans le cadre de votre accompagnement, de faire le lien avec les ressources disponibles. Et bien sûr qu'elles diffèrent en fonction de la nature des structures. Après, sur l'association intermédiaire, oui, alors après, il y a des spécificités qui sont bien particulières, qui sont peut-être liées au fait que les salariés en insertion mis à disposition de l'association intermédiaire sont amenés à se déplacer. Enfin, voilà, j'imagine que c'est pour ça que les choses sont peut-être différentes. Mais bon, c'est du détail. Super. Alors, le point commun à toutes ces structures d'insertion par l'activité économique, ce sera la notion d'éligibilité pour les personnes qui seront embauchées, la notion de l'existence d'un contrat de travail, le fait aussi que ces structures doivent et participent à l'activité économique du territoire, et ce contrat d'accompagnement social et professionnel. Ça se traduit dans le détail par quoi? L'éligibilité, c'est en fait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, soit un chômeur de longue durée, soit une personne bénéficiaire des minima sociaux, soit un jeune de moins de 26 ans en grande difficulté, un travailleur reconnu comme étant handicapé.
le fait d'arriver, d'être orienté par une SIAE. Et puis là, dernièrement, on a cette notion de parcours d'insertion qui est matérialisée par un pass IAE via une plateforme d'inclusion. Ça, c'est un élément qui est entré dans la révision du pacte d'ambition, je crois, c'est assez récent. Et merci à vous, collègues de l'IRIAE, de donner peut-être plus d'informations sur ce pass, qui est en fait, je pense, un peu cette notion de niveau dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais la notion de dématérialisation, le pass IAE sur une plateforme d'inclusion, je ne vois pas trop ce que ça peut être, en fait. En fait, je me permets de répondre. On a eu justement un message de l'adresse, là c'est vraiment très, très récent, parce qu'en fait, à partir du 15 juin 2021, pour les ACI, donc les ateliers chantiers d'insertion, les ETTI et les EI, en fait, elles devront obligatoirement utiliser la plateforme de l'inclusion pour recruter des candidats, donc par le biais d'un prescripteur ou autoprescription, et délivrer un pass IAE. En fait, ces structures-là, elles devront plus solliciter Pôle emploi pour bénéficier d'un agrément, en sachant que les associations intermédiaires, elles ont un délai un peu supplémentaire à partir du 1er décembre 2021. Donc, tout ça, c'est en cours de modification, entre guillemets, et ça va vers une digitalisation plus importante avec la plateforme, en passant par la plateforme de l'inclusion. Super, merci Gaël. C'est les modalités de recrutement, effectivement. Avant, il fallait passer par Pôle emploi obligatoirement, qui était le seul valideur ce qu'on appelait un agrément IAE. L'agrément IAE devient pass IAE. Et je vais essayer de vous mettre en lien, mais alors l'ordinateur que j'utilise, alors non seulement ralentit un peu, mais je vous mettrai, ou alors Gaël le fera, peut-être qu'elle a un réseau peut-être plus puissant que moi, mais vous mettre en lien avec le site internet de la plateforme d'inclusion. C'est-à-dire qu'on invite aujourd'hui les structures à diffuser leur offre d'emploi sur cette plateforme d'inclusion qui devient la référence unique pour l'ensemble des structures d'insertion et sur l'ensemble du département. Ça permet de fluidifier effectivement le recrutement. Moi, je suis prescripteur, moi, je suis demandeur d'emploi, je veux me renseigner, je cherche un boulot d'ouvrier paysagiste dans la Somme. Donc, je tape ouvrier, jardinier dans la Somme. Et j'ai ainsi toutes les offres d'emploi qui sont déposées par les structures d'insertion par l'activité économique. Et je peux, après, m'auto-positionner, non, pas forcément auto-positionner, mais m'appuyer sur un réseau de prescripteurs pour être orienté. Et ce réseau de prescripteurs va valider avec le demandeur d'emploi ces éléments à la fois de difficulté d'insertion professionnelle et sociale. Et donc, ça rejoint à votre diapo précédente sur les critères d'entrée. Voilà, ça, c'est validé et c'est comme ça que la personne peut intégrer une structure d'insertion par l'activité économique. Très bien, merci beaucoup. Et merci Gaël pour le petit lien. Je vous invite parce que, pour le coup, cette plateforme inclusion.beta.gouv.fr, elle est très ludique. Voilà, c'est assez simple pour comprendre un peu ce rôle de prescripteur, de pass IAE, de comment ça marche. Voilà, je vous invite à découvrir un peu comment ça prend forme. Donc, moi, je suis en plein écran, mais je suppose que le lien est sur le chat, c'est ça? Oui. Ok, super. Alors, le statut de salarié, donc un contrat de travail avec un statut de salarié, donc c'est un contrat à durée déterminée d'insertion. Il est renouvelable, donc dans la limite de 24 mois. La durée minimum est de 4 mois pour un premier contrat. Il y a des exceptions possibles, je crois, en termes de suspension pour des raisons diverses et variées. La durée hebdomadaire est à minima 20 heures. Pourquoi 20 heures minima parce que, effectivement, en termes de revenus, mais de mémoire aussi dans l'autre sens. Imaginez des salariés qui ont un temps plein, qui n'ont pas de temps dédié non plus à la recherche d'emploi ou à leur démarche administrative. On est dans le cadre aussi d'une structure d'insertion par l'activité économique avec un accompagnement social, et faire du temps plein serait assez pénalisant pour pouvoir compléter cette insertion par toutes les recherches que l'on peut demander à un salarié d'SIAE. Voilà.
Il y a la création du CDI Inclusion Senior, permettant aux structures d'insertion par l'activité économique de conclure des CDI avec des personnes âgées d'au moins 57 ans. Alors, je l'avais mis et Sylvain m'a précisé que nous étions en attente de décret. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va arriver d'ici peu, Sylvain ou Gaël, je ne sais pas. Donc, voilà, j'ai rajouté en attente de décret. Mais c'est une bonne chose. C'est dans les mains du législateur, là, pour le coup, là, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, ok. On attend avec impatience, ça fait l'objet d'une loi qui a été adoptée en décembre. Donc, quand vous regardez un peu le temps, entre le projet de loi, la loi et les décrets d'application, quelquefois, il se passe beaucoup de temps. Ok. Et c'est très attendu, effectivement, c'était une notion, voilà, on avait dans nos cohortes, j'ai envie de dire, mais des publics qui viennent vers nous, qui sont dans cette catégorie d'âge et pour qui on ne peut pas forcément travailler sur le projet professionnel, ça n'a pas de sens de dire, bah, tiens, on va te positionner, on va te former, etc. Et donc, c'était une forte attente des réseaux de l'IAE de dire, bah, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes de plus de 57 ans? Et donc, cette proposition qui a été faite et qui est qui était une attente de dire, bah, on va CDIser les seniors, on va dire, enfin les seniors plus, avec et c'est pour ça qu'on attend les décrets, mais avec une application d'une ADOPOS qui serait malgré tout moins forte, hein, qui serait dégressive, mais qui permet aussi d'assurer une fin de parcours, j'ai envie de dire, décente pour ces publics-là. Je suppose qu'il y aura une jauge par établissement, puisque si oui. Une SIAE se retrouve avec 80% de plus de 57 ans, on n'est plus vraiment dans la notion. D'accord, ok. Ça fait partie des éléments qui sont précisés effectivement dans les décrets. Merci. Alors, la structure doit avoir cette double fonction d'accompagner, double objectif par contre, d'accompagner au niveau professionnel et au niveau social. Célestin, je n'ai pas retiré le EX entre parenthèses, donc qui voulait dire exemple pour moi. Donc, apprentissage du savoir-être et du savoir-faire. Par exemple, encore une fois, là, moi, j'avais des salariés dans la structure dans laquelle je collaborais qui ne savaient plus se lever pour venir travailler ou n'avaient pas envie non plus de travailler en équipe, de suivre les recommandations du chef d'atelier ou tout simplement qui oubliait de se laver régulièrement ou qui gardait le téléphone allumé et qui pendant le temps de travail, on n'est pas obligé d'être en SIAE, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça hélas, et répondait ou était sur Facebook. Voilà, ce sont des basiques qui s'apprennent ou qui se remettent, que l'on remet dans le bon fonctionnement en fait. La réalisation d'un bilan de compétences, donc ça, ce sera fait au niveau de la structure d'insertion par l'activité économique, la formation et la validation des acquis et de l'expérience. L'accompagnement social, parfois il s'agit aussi d'aider à rechercher un logement, à faire les démarches administratives, apprendre aussi à recréer un lien social à l'extérieur, participer à des manifestations externes et l'accompagnement sur toutes les démarches administratives, je l'ai déjà dit. Lorsqu'on dit que les SIAE participent à l'économie du territoire, eh bien oui, elles sont des maillons indispensables au développement des territoires parce que déjà elles sont créatrices d'emplois, parce qu'elles vont valoriser un modèle de développement économique innovant. Nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment des structures qui représentent ce type d'économie. Ce sont aussi des vecteurs d'achat responsables. Par exemple, dans une recyclerie, à partir du moment où on donne une seconde vie à l'objet ou au textile, où on est sur la notion d'achat responsable, ce sont des viviers de recrutement, puisque les deux structures les plus proches de l'emploi, que sont le TTI et l'AI, vont permettre de trouver là un personnel qui a réappris à travailler, qui s'est spécialisé dans un métier. Donc là, on peut vraiment parler de vivier de recrutement. Et puis, ce sont des partenaires de la commande publique responsables. Alors ça, c'est un point qui demande encore à être développé et sur lequel je dirais que
les premiers concernés devraient travailler un peu plus parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Voilà. Le modèle économique. Eh bien, ce n'est pas parce que je vous ai montré un tableau avec toutes ces aides possibles en fonction des structures que l'on peut imaginer qu'une SIAE ne vivra que grâce aux subventions et aides diverses. Non. C'est un modèle économique qui demande une hybridation des ressources, qui nécessite une hybridation des ressources et, entre autres, une activité commerciale. Donc, on verra plus loin lorsque l'on réfléchit au business plan. Ce business plan doit être essentiellement axé sur un véritable projet d'activité commerciale. Donc là, nous parlions du financement tout à l'heure, on a déjà abordé ce sujet, 2 points essentiels. Le financement sera possible à partir du moment où la structure sera conventionnée, un conventionnement annuel ou pluriannuel, maximum de 3 ans, qui est donc remis sur la table en respectant donc ces objectifs atteints ou pas. Et puis, les personnes embauchées doivent avoir reçu un agrément, donc soit par Pôle emploi ou une autre structure du service public. Voilà. Je reviens sur cette slide simplement pour vous dire, pour qu'il y ait conventionnement ou reconventionnement, on va être très attentif à des minima de taux de sortie. Donc, minimum 30% sortie en emploi durable et minimum 65% en sortie positive, que je ne vous définis plus. Les aides financières, donc là, sont les aides sur l'embauche en contrat de professionnalisation. Donc, 4 000 €. Vous avez un article qui est dédié, l'article qui est du Code du travail que je vous ai mis là. Et sinon, pour aller plus loin, vous avez un lien qui va vous donner plus d'informations. Je ne m'étends pas sur ces points-là. Cette aide-là est versée en 2 fois. La première fois, ce sera à l'issue du 3e mois d'exécution du contrat de professionnalisation et la seconde fois à l'issue du 6e mois. Ces montants peuvent être réévalués en fonction de l'intensité du travail, donc si on est sur une notion de temps plein ou de temps partiel, de la durée du contrat, et la proratisation se fait aussi en fonction du temps d'absence du salarié. Nous arrivons au pacte d'ambition avec les nouvelles orientations. Et Gaëlle ou Sylvain, je vous ai mis cette base-là. Je vous laisse la développer si vous le voulez bien. Oui, je vais prendre la parole. Par rapport à cette question de la levée du plafond sur ces 480 heures pour les AI, on est en attente, pareil, mais d'une décision, c'est vraiment sur décision préfectorale. Donc, on est en attente de la décision, donc d'une réponse législative, on va dire. Et puis, par rapport au pacte d'ambition, alors je ne sais pas, je vais peut-être pas manger votre slide avec les bulles. Je ne sais pas si c'est celle d'après ou… Oui, voilà, vraiment, l'idée, c'est de recruter plus de salariés en insertion, plus de jeunes surtout. Pour le second point, pour rallier les entreprises, etc. Donc, c'est la notion de coopération avec un lien aussi avec une commande publique plus responsable, comme vous l'aviez souligné juste avant d'ailleurs. Après, c'est évidemment un impact territorial fort et une relation avec les collectivités, etc., pour agir ensemble sur tous les territoires. Le fait d'innover et libérer le potentiel de création d'emplois, c'est évidemment en lien également avec le fait de lever une sorte de carcan administratif, et c'est en lien évidemment avec cette notion de digitalisation, de plateforme de l'inclusion dont on a pu parler tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de libérer les initiatives et de recruter pour avoir l'objectif de toute façon, c'est une sortie vers l'emploi et un retour à l'emploi durable et de qualité. Merci Gaëlle. Alors voilà, un petit temps de pause, beaucoup d'informations. J'espère que ça n'a pas été trop saoulant. Mais voilà, vous êtes futur porteur, vous êtes porteur d'un projet
de création des CAE. Vous avez l'idée et aujourd'hui, là, en fait, moi, ce que je vous ai proposé, c'est de passer de l'idée au projet. Quelles sont les étapes qui vous permettront de construire ce projet. Donc, les slides qui suivent sont en fait les questions que l'on pourrait se poser avant de créer. Une proposition de rétroplanning, c'est bien une proposition, hein, il y a probablement plein d'autres choses à rajouter. L'identification des structures, de qui peut m'accompagner dans ce projet. Et puis, je vous ai mis quelques sites ressources. Alors, pour rappel, un projet de création de structures d'insertion par l'activité économique, c'est se dire je vais permettre de développer l'emploi durable et non délocalisable. Je serai à la base je serai en fait une passerelle vers l'emploi et puis surtout je vais créer des richesses économiques et sociales. Donc en fait, moi entrepreneur, je suis entrepreneur de mon territoire. J'ai un projet construit, logique, en adéquation avec les besoins de mon territoire. J'ai fait un business plan, je sais où je vais, je connais mes partenaires, je connais mes concurrents. Et puis, j'ai identifié sur mon territoire des personnes éloignées de l'emploi. Alors, les questions que je vais me poser, eh bien, déjà, qui pourrait être à la direction de cette structure? Quelles sont les contraintes que je peux rencontrer, soit tout simplement par rapport au marché, par rapport à mon territoire, par rapport à tout ce qui est légal, la loi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, dans quel secteur je peux aller, comment je peux recruter, tout ça, vous allez vous renseigner. La réussite de mon entreprise sociale va reposer sur certaines de mes capacités. Alors, lesquelles? Est-ce que je suis capable de diriger à la fois une équipe d'encadrants? Est-ce que je suis capable aussi d'intégrer, de comprendre d'où vient ce public de personnes en insertion? Et est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Mes motivations, de où je viens. Est-ce que je pense que c'est une suite logique dans mon parcours professionnel que d'aller vers la création d'une structure d'insertion par l'activité économique. Et puis ensuite, quelle sera la mission de ma structure? Elle sera définie en fonction du type de structure que je vais choisir, mais il faut que ce soit bien clair dans ma tête. Et puis aussi, pour quelles raisons je la crée? Donc, ça rejoint un peu les premières questions. De quelle valeur elle sera porteuse? J'ai aussi la possibilité de faire passer de véritables valeurs. Donc, c'est non négligeable ce point d'ailleurs. Le mode de gouvernance. On peut aller vers différents modes de gouvernance en fonction aussi du statut juridique que l'on va choisir. Et donc, le statut juridique que l'on va choisir, voilà, elle va être déterminant. Alors là, je vous ai fait une proposition de rétroplanning, mais quoi qu'il en soit, nous sommes là, BGE Picardie, pour vous aider à construire dans les premières phases de réflexion ce rétroplanning et puis cette structuration de projet. Et avec l'IRIAE qui, de par sa spécificité, ses connaissances sur le secteur, vous apporteront beaucoup plus sur les paliers suivants. Donc, la première des étapes, c'est de vous informer sur le secteur de l'IAE et sur les structures donc, déjà existantes sur votre secteur. Est-ce que mon idée est vraiment bonne? Donc ça, vous allez le voir avec votre chargé de mission. Le fait de réaliser une étude de faisabilité, une étude de projet, une étude de marché, un business plan, ce sont les points les plus désagréables, mais ce sont des points incontournables. Associer ce projet à un projet socio-professionnel ayant pour but d'insérer un public en difficulté professionnelle au monde du travail, ça c'est vraiment du coup le squelette de votre projet. Et ensuite, il s'agira de sélectionner et d'organiser les partenaires qui pourront vous aider à monter, mais qui vont être aussi des intervenants financiers. Il faut aussi les connaître, aller vers eux pour pouvoir ensuite suivre aussi monter correctement le dossier de conventionnement, mais ensuite pouvoir le suivre ensemble. Donc, le fait de choisir et de rédiger son statut juridique, et ensuite, lorsqu'on est bien avancé, les différents contrats de travail, les contrats de location. Vous devez avoir repéré aussi en amont le lieu, le local qui pourra accueillir votre établissement. Ce dernier point, donc étude de marché, business plan, choix du statut, demande de conventionnement. Je me suis dit, il serait intéressant de s'arrêter sur ce process.
Donc, il y a un dossier d'instruction qu'on peut trouver en ligne d'ailleurs sur le site du gouvernement qui va vous donner les grandes lignes des éléments à inclure dans ce dossier d'instruction. De toute façon, vous vous ferez accompagner pour la réalisation de ce dossier. Ce dossier sera ensuite transmis à la directe qui va attribuer le statut de structure d'insertion par l'activité économique et la directe va l'envoyer au CDIAE, qui est le comité départemental de l'insertion par l'activité économique, qui va donner un avis préalable. Alors, à partir de là, il y a un retour vers la directe avec une notification d'acceptation ou de refus. Et c'est à ce moment-là que la directe va envoyer la totalité du dossier en préfecture pour avoir un accord ou un refus. L'accompagnement et les ressources, donc l'IRIAE, bien sûr. BGE Picardie. Donc là, vous avez les coordonnées, le numéro de téléphone 03 22 66 67 60. L'IRIAE, vous n'avez pas de site internet, je crois. C'est quelque chose qui va venir. Oui, on a une page LinkedIn, mais on n'a pas encore de site internet, mais c'est dans les tuyaux. Super. Oui. Oui, je vous renvoie. Alors après, il y a le numéro de téléphone. Gaël répondra au 0322. On fera le lien en fonction des départements si besoin entre nous. Mais Gaël peut être votre première clé d'entrée parce qu'elle travaille sur Amiens. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Vous avez, je vous laissais terminer, mais en fait, on peut faire le lien avec les réseaux régionaux qui font aussi ce travail de sensibilisation, d'accompagnement, d'aide à l'écriture, éventuellement sur les dossiers uniques d'insertion. Donc qui ont été évoqués là, qui sont des dossiers qui sont quand même assez lourds, mais qui mettent vraiment l'accent sur le projet social, avec tout le côté après, bien entendu, projet économique, business plan, etc., projet du territoire. Tout ça, ça a été dit, mais il y a quand même un fort accent sur le projet social. Et donc, dans les sites, vous avez effectivement les entreprises d'insertion. Donc, c'est le réseau de référence des entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion et les EITI. Vous avez le CORACE, C2ORACE, et puis adresse et Chantier École, le réseau Chantier École pour les ateliers chantier d'insertion. Mais en fait, Gaël peut être votre clé d'entrée unique et après, entre nous, on peut faire le lien avec l'ensemble de nos réseaux qui sont chez nous dans la même maison. Et Gaël a mis son adresse mail, donc c'est très bien, plus le téléphone. Parfait. Merci beaucoup, Sylvain. J'avais rajouté cette dernière slide sur une information concernant l'équipe encadrante, l'équipe d'une SIAE, donc un modèle avec un directeur, une secrétaire, un comptable. Il y a de toute façon un encadrant technique, ça c'est obligatoire, et un chargé d'accompagnement socio-professionnel. Certaines structures font appel aussi aux bénévoles. Bon, moi, je travaillais au Resto du Cœur, donc automatiquement, nous étions dirigés par les bénévoles. À chaque fois, vous avez des modèles de gouvernance qui sont divers et variés. Je vous remercie. J'ai vraiment envie d'aller boire un verre parce que j'ai la bouche très sèche pour savoir parler. J'arrête mon partage d'écran. Et bien voilà, nous arrivons sur le temps d'échange. Vos questions, vos réponses, nous sommes là pour ça. Si vous avez déjà, donc certains ont un projet qui est bien avancé, qui semble être bien avancé, c'est le moment d'échanger sur votre projet, sur toutes les interrogations que vous pouvez avoir. La parole est à vous. J'aurais une question. Donc, attendez, je vais mettre mon... Est-ce que vous m'entendez? Oui, Viviane, parfaitement. Alors, j'aurais une question concernant le conventionnement de 24 mois. Est-ce que c'est durant tout le parcours de la personne, c'est-à-dire un seul conventionnement par personne, ou est-ce qu'il peut y avoir des renouvellements avec un délai de carence ou quelque chose comme ça? Merci.
Pour répondre à votre question, et Sylvain, n'hésite pas, et Stéphanie aussi, bien sûr. C'est la DRETS qui finance et qui détermine ce conventionnement-là. Donc, c'est la Direction régionale de l'économie, des entreprises, du travail et des solidarités. Donc, anciennement, la Directs, il y a eu une fusion avec la cohésion sociale. Donc, c'est elle qui détermine et ça peut varier, oui, 24-36 mois, enfin, entre 2 et 3 ans, en sachant qu'il peut y avoir des prolongations selon les critères. Enfin, il y a des critères très spécifiques qui peuvent déterminer la durée. Alors, je ne sais pas si ma réponse a été très claire, mais j'espère que ça vous a éclairé un petit peu quand même. Alors, ma question, c'était surtout dans un parcours professionnel qui est très long, puisqu'on voit maintenant, on peut faire entrer des jeunes. On peut faire entrer des jeunes, on peut faire entrer des seniors. Donc, entre jeunes et seniors, il y a quand même une longue vie professionnelle. Donc, est-ce que c'est 36 mois dans un parcours ou est-ce qu'on peut bénéficier en tant que jeune et ensuite retrouver en tant que senior? Enfin, je le souhaite à personne, mais nous avons quand même une vie très longue avec beaucoup de ruptures, on l'a bien vu. Voilà, c'était un petit peu ça ma question, en fait. Comme ça a été dit tout à l'heure, on est sur un agrément qui est délivré pour une période de 24 mois, qui peut être renouvelé alors de manière exceptionnelle, mais voilà, qui peut être prolongé, mais dans certains cas. Donc, 24 mois. La personne rentre en parcours dans une structure d'insertion, travaille sur projet professionnel, elle sort de son CDDI au bout de 24 mois, elle pourrait éventuellement, comme le disait Marie-Laure tout à l'heure, revenir vers les structures d'insertion par l'activité économique, mais du coup, il faudrait attendre 2 ans au moins pour que cette personne puisse de nouveau bénéficier d'un agrément ou d'un pass IAE. Donc, effectivement, un jeune peut bénéficier d'un pass IAE pendant 24 mois, faire son parcours et quand il sera un peu plus âgé, pourquoi pas rebénéficier d'un pass IAE. Après, les choses sont en train de modifier, mais le site qu'on vous a mis tout à l'heure sur la plateforme, alors excusez-moi, la réunion se termine, donc je vais être beaucoup plus à l'aise de mon côté. Le lien qu'on vous a mis tout à l'heure, donc sur inclusion.meta.gouv, il y a ces notions aussi on peut de temps en temps mettre entre parenthèses un agrément IAE. Alors, je commence le 1er janvier et pour une raison X ou Y, maladie, alors pourquoi pas incarcération, j'en sais rien. On ne peut plus du coup on ne peut plus travailler sur le projet professionnel, la personne ne peut plus travailler, donc le pass est gelé et du coup on peut reporter d'autant de temps va durer la maladie, d'autant de temps va durer l'incarcération, etc., etc. Ça, c'est des possibilités qui sont offertes également. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, merci beaucoup. 24, voilà. On vous a mis en lien le pacte ambition. Gaël l'a mis en lien, c'est notamment ces notions, les 5 bulles, digitalisation, coopération. Donc, je pense que alors il y a une version 130 pages, une version 20 pages. C'est pas le pacte ambition, ce sont plutôt des objectifs que se sont fixés l'État, les structures d'insertion, les réseaux, il y a 2 ans et demi avant la crise. C'est dire, voilà ce qu'on veut faire de l'insertion pour l'activité économique. Et donc, vous retrouvez notamment dans ce pacte d'ambition des notions que sont le CDI senior, que sont le pass IAE, etc. Tout ce qu'on vous a dit un petit peu aujourd'hui et qui est en cours de réforme, est inscrit dans le pacte, mais ce n'est pas parce que c'est inscrit dans le pacte que c'est déjà une réalité. Voilà, ce que je veux dire, c'était plutôt les objectifs. Si j'ai un mot à passer, c'est que sur le pacte d'ambition, le secteur de l'EIE est vraiment très soutenu aujourd'hui par l'État. Alors, je ne fais pas de politique, rien du tout, mais en tout cas, il y a eu une vraie volonté à un moment donné par ce gouvernement-là de soutenir le secteur d'activité de l'insertion par l'activité économique. Et voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juillet-août 2017, quand Pénicaud dit moi j'arrête les contrats aidés dans les collectivités, voilà, tout cet argent, entre guillemets, a été
retransférés sur les structures inclusives. Donc, on est passé d'un budget au niveau national qui était de 900 millions d'euros à la fin du mandat, on sera à 1,4 milliard, à peu près 1,3 milliard, 1,4 milliard, avec en contrepartie donc, de la création d'emplois d'inclusion. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on doit passer sur la durée du mandat de 140 000 emplois d'insertion, donc de personnes en insertion accompagnée, à 240 000. C'est pour ça que ce matin, on était sur une revue de projet, justement, où les structures ont été appelées à se positionner pour créer de l'emploi d'insertion. Donc ça, c'est, voilà, sachez, dans les éléments de contexte aujourd'hui, très, très poussé et très appuyé par l'État. En contrepartie, mais Gaël a dû vous le dire, hein, c'est cette notion de coopération avec les entreprises, etc. C'est OK, on vous donne de l'argent, on vous libère les énergies, on vous libère vos potentiels, on enlève le carcan administratif, hein, le pass IAE, parce qu'avant c'était galère, mais tant mieux, vous êtes nouveau, donc vous n'aurez pas à vivre ce que les structures ont vécu auparavant. Vous allez déjà arriver dans une nouvelle génération de structures si vous allez jusqu'au bout de la démarche. Donc on va vous donner plein de moyens, mais en contrepartie, le projet social, l'accompagnement, les sorties positives, le lien avec les entreprises, il est très, très attendu également de la part de l'État. C'est-à-dire que oui, l'IAE est important, c'est un support d'activité, vous travaillez sur l'accompagnement socio-professionnel, on vous donne les moyens, mais il nous faut des résultats. Et donc, forcément, pensez dans votre projet de création de structure d'insertion que cette notion de partenariat, cette notion d'accompagnement, elle est centrale. Elle l'était déjà auparavant, mais elle est d'autant plus aujourd'hui, parce que le quoi qu'il en coûte aura, y compris pour l'IAE, aura à un moment donné, on regardera ça de la loupe en disant on vous a mis 500 millions de plus sur la table, qu'est-ce que ça a apporté en termes de sortie, en termes de passerelle, en termes de formation et en termes d'accompagnement. Donc voilà, ça c'est les petits éléments en lien avec le pacte d'ambition. Donc on est sur voilà, quelque chose d'assez porté actuellement, mais avec des contreparties, bien entendu, qui seront très fortes en termes d'attendus, notamment sur le fait que les personnes que vous recevez soient préparées pour un emploi de qualité à la fin de votre accompagnement. Voilà, je me tais, la parole est à vous. Merci Sylvain. Est-ce que vous avez d'autres questions, entre autres Rémi qui semblait être avancé dans son projet? Non. Non, en fait, ça répond déjà à pas mal de questions, hein, surtout le diaporama, en fait. Ça a répondu à pas mal de questions. Maintenant, nous, vu qu'on est deux, aujourd'hui, je suis tout seul, mais normalement, on est deux sur le projet avec mon associé. La question là réelle que nous on se pose, c'est par où débuter réellement, parce que là on a tout touché sur le papier, on a l'idée, on l'a peaufiné, on a bien avancé sur tout ça. Déjà, bon bah ça, là avec le diaporama, il y a un peu plus de réponses par rapport à certaines questions qu'on se posait. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est réellement savoir par où on doit commencer. Quelle démarche on doit entamer maintenant. En fait. Et vous êtes sur quel territoire déjà, Rémi? Je ne me souviens plus. Dans la Somme. Dans la Somme, ok, d'accord. Donc, ce sera l'occasion de revenir vers Célestin éventuellement et puis vers Sylvain ou Gaël. Ouais, Rémi, juste pour préciser deux, trois éléments. Normalement, vous allez avoir prochainement rendez-vous avec Marie-Laure parce que moi, je pars en vacances à partir de ce soir. Ah bah donc voilà. Donc, c'est pour ça que je le précise. Donc, je serai effectivement votre interlocuteur à partir de mon retour en février 2024 à l'issue de mes vacances. Je veux le même emploi que toi, Célestin. Non, mais voilà, l'objectif, c'était pas de vous faire traîner, justement, de vous faire attendre. Donc, on va faire des premiers rendez-vous et puis on vous accompagne voilà, dès que je reviens. Et puis après, une fois que le projet est bien monté et bien pensé, ben, on redirige naturellement vers l'IREAE qui sont spécialistes du domaine d'activité. D'accord. Par contre, j'ai une autre question, c'est est-ce que nous, on peut faire quelques démarches de notre côté, par exemple sur le territoire en lui-même, voir un peu comment le projet est perçu, ce genre de choses. De toute façon, il n'y a pas véritablement d'étape déterminée. Si de votre côté, vous pensez que l'activité est déjà bien pensée et que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, c'est toujours intéressant d'en parler autour de vous et de commencer les démarches partenariales. Et puis après, une fois que le dossier est bien monté, ben voilà, il faudra aller vers du concret. Mais voilà, il ne faut jamais partir du principe que parler autour de soi, ça, on va vous voler l'idée. Parce que de manière générale, vous aurez toujours une ou deux étapes d'avance par rapport à d'éventuels concurrents. Donc là-dessus, il ne faut pas avoir peur.
il ne faut pas hésiter à en parler. Mais après, sur la structuration, effectivement, on vous aidera. Merci. Aurélie, Aurélie Durdu, sur un projet à moyen ou long terme, du coup, parce qu'on part sur un tiers-lieu, est-ce que les éléments apportés au travers de ce webinaire te permettent de te projeter sur ce type d'activité à terme ou pas? Alors moi, j'ai du mal j'ai toujours du mal à me synthétiser. Donc là, j'ai 1 milliard de questions qui me viennent. Bon, il est 11h32, Aurélie. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, je n'ose même pas en poser une. Mais en fait, la SIAE, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que c'est totalement mon tiers-lieu, en fait. C'est ma vocation première. Quand je dis toujours, pour ceux qui ne me connaissent pas, ne jamais laisser quiconque sur le carreau, le but premier, c'est effectivement de faire vivre mon territoire par cette insertion-là, quelle qu'elle soit, par le travail, donc que l'activité, elle soit économique ou non. Donc, je découvre en fait ce qu'est la SIAE. Je connaissais les chantiers d'insertion, mais je ne pensais pas pouvoir devenir ce genre de structure. C'est mon ADN, donc c'est normal. Enfin, ça me paraît logique de faire ça. Je me voyais faire appel à des chantiers, enfin à des groupes, des structures pour des chantiers. Alors je me dis, est-ce qu'il faut que je le pense tout de suite dès la création de mon tiers-lieu? Or, j'ai compris que l'agrément, c'était donc, ça va être accepté sur une première année. Donc moi, il va falloir que je m'installe sur le territoire. Donc, je ne vois pas comment c'est possible de commencer en étant structure d'insertion. Enfin, j'en reparlerai avec Marie-Laure. J'ai 1 million de questions. Vraiment, mon Dieu, plein de choses. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs contrats si tout fonctionne super bien, si ma structure va super bien? Est-ce que je peux avoir plusieurs personnes en poste? Enfin, voilà. Moi, je pensais sincèrement par le tiers-lieu, aiguiller des personnes de futurs entrepreneurs, des femmes, des personnes déscolarisées vers l'auto, vers la micro-entreprise. Voilà, je pensais les pousser comme ça. Or, je m'aperçois que si je devenais structure, je pourrais reconnaître ces personnes-là, les aiguiller, les faire travailler auprès de moi. Enfin, je ne sais pas, vous avez ouvert le champ des possibles, vous avez tout retourné dans la tête. C'est compliqué. Vous êtes de quel secteur? De l'Aisne. D'accord. Et dans l'Aisne, vous êtes plutôt où dans l'Aisne? Dans le sud de l'Aisne. Alors à Chézy-sur-Marne, la tornade de samedi dévastée, plus de toitures, plus de Vélux, plus de voitures, voilà. C'est moi. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans le... Oui, c'est l'arrondissement de Château-Thierry, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Donc voilà. Sur le conventionnement, il ne faut pas vous... L'État, effectivement, les services de l'État, donc c'est plutôt la DRETS et la DETS, vont vous conventionner pour une durée d'1 an, mais ça ne veut pas dire que dans 1 an, tout s'arrête, parce que voilà, il ne faut pas... les conventionnements font l'objet de dialogue de gestion. Et si vous remplissez... voilà, vous allez rentrer dans un monde, malgré tout, administratif, là, pour le coup, hein, c'est-à-dire de justification de ce que vous faites auprès des salariés en insertion. Donc, il y a ça. Puis après, tout ce que vous devez faire en termes de trouver l'activité pour les salariés, les accompagner, etc. Donc, il n'y a pas d'épée de Damoclès sur les… Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. On n'est pas… sauf quand quand ça brille, et ça arrive de temps en temps, mais c'est très, très, très rare. Il n'y a pas d'épée de Damoclès sur la durée du conventionnement. Si les choses… Vous faites bien votre taf, entre guillemets, sur le projet social, etc., l'État ne va pas vous dire, on arrête tout. Voilà, c'est vraiment
voilà, là-dessus, il faut pas. On part sur un an sur les créations, effectivement, sur les créations de structures parce qu'elles ont besoin d'être peut-être accompagnées. Certaines sont maintenant conventionnées sur une durée de 3 ans. Enfin, voilà, donc on laisse. Voilà, donc ça, il faut pas vous inquiéter, quoi. Donc je demandais la question pour savoir si un jour, avec Marie-Laure, il faudrait répondre à toutes vos questions. On est à votre disposition. L'idée de tiers-loge, il faudrait qu'on y acclare. Je voudrais revenir sur la question de banque. Je reviens là-dessus, mais très, très rapidement. On a dit que l'IAE touchait tous les secteurs d'activité. Et on a bien précisé tout ce qui était d'un côté mis à disposition de l'autre production, biens et services. Il est clair qu'on n'a pas de structure d'insertion qui porte d'établissement bancaire actuellement. Ça serait. Par contre, on a des structures, et Gaël a cité Cap Intérim notamment, mais des structures qui peuvent mettre à disposition des salariés en insertion, donc dans le milieu bancaire. Vous voyez, donc quand je dis, ça veut dire que tout ce qui tourne autour de la mise à disposition de personnel via les ETTI, on peut toucher un secteur, là pour le coup des secteurs d'activité qui sont très variés. Donc, mais on n'est pas sur la production, hein. On est sur la mise à disposition de personnel. Et donc voilà, je voulais vous rassurer là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des secteurs d'activité qu'on peut juger très pointus, voilà, entre guillemets, ou très, mais sur lesquels on ne va pas se positionner pour faire de la production ou du service, mais où on peut positionner parce qu'on a du public en insertion et ce n'est pas parce qu'il est qualifié ou machin qu'il ne relève pas de l'insertion. Voilà, donc ça, je voulais juste faire cette petite précision par rapport au chat de tout à l'heure. Moi, j'ai une petite question. Je vais en profiter. Vous parliez tout à l'heure de l'IRIAE, justement des structures de production, type ACI et EI. On sait qu'il en existe un certain nombre dans des secteurs type espace vert, recyclerie, voilà, des secteurs voilà, plutôt classiques. Est-ce que actuellement, dans les secteurs de production, il y a des tendances ou des évolutions ou des créneaux à prendre? Et au-delà de ça, est-ce que il est fait une différence entre les secteurs urbains et les secteurs ruraux? C'est une question très vague. Il faudrait que je relise le FDI. Il y a des tendances, mais Gaël pourra préciser là-dessus. En fait, effectivement, initialement, les structures d'insertion, alors plutôt les ateliers chantiers d'insertion, se positionnaient sur ce qu'on appelle des activités d'utilité sociale qui permettent de fournir une activité à des salariés qui sont très, très loin de l'emploi. Et donc, on va chercher des activités qui permettent de travailler en collectif, de réapprendre les gestes. Et c'est pour ça que, à l'origine de l'IAE, on s'est beaucoup positionné sur ces secteurs d'activité que sont le nettoyage, le bâtiment seconde œuvre, donc la peinture, etc. Même si, moi, si on m'était sur un chantier de peinture, je pense que je ferais des catastrophes. Donc, la peinture, des espaces verts, etc. Donc ça, c'était… Aujourd'hui, effectivement, alors ce qui n'empêche pas qu'il y a certains chantiers qui se positionnent sur des thématiques particulières. Alors, on peut citer la numérisation, on peut citer voilà, des gens des structures. Alors, je pense dans le Nord, à Tourcoing, on a une structure qui fait de l'appui graphique. Voilà. Donc, on a quand même quelques, entre guillemets, pépites. Ce n'est pas pépites en tant que tel, mais des supports d'activité qui sortent un peu du secteur classique. Après, effectivement, les tendances aujourd'hui, et ça faisait partie de l'objet de cet appel à projet où l'État a orienté en disant si vous voulez créer de l'emploi, on vous donnera encore plus de chances, entre guillemets, d'avoir de l'aide à l'emploi si vous vous positionnez. Alors, il y a 3 secteurs. Il y a l'économie circulaire au sens large. Et là, Gaël pourra revenir là-dessus, hein, parce que c'est l'experte économie circulaire au sein d'Interréseau. Donc, quand je dis au sens large, c'est… à la fois les contraintes qui vont arriver sur les collectivités lorsqu'elles font des achats, elles disent voilà, de réserver des pourcentages en disant quand j'achète du mobilier, il faut que j'en réserve 1% à des emplois, etc. Donc voilà, il y a un contexte législatif. Donc sur l'économie circulaire, on peut parler de la gestion des tri de déchets, etc. Mais du reconditionnement informatique, tout ce qui concerne le réemploi en règle générale, tout ce qui tourne autour du textile avec les grands groupes qui ne peuvent plus jeter comme elles le faisaient avant les fringues qu'elles ne revendaient plus. Donc il y a tout ce volet-là. Il y a le secteur
de la filière alimentaire, mais notamment, encore une fois, en lien avec la loi Egalim, et donc le fait que les collectivités et bientôt les restaurateurs doivent réserver un peu de bio, du court, du circulaire, etc. Et comment la filière peut s'orienter. Donc, on a là des structures qui peuvent faire à la fois du maraîchage en tant que fournisseur, mais peuvent aussi avoir une offre de services différente, que ce soit du conditionnement de légumes, que ce soit du transport, le lien avec les agriculteurs, enfin voilà, les machines. Donc, il y a cette filière-là. Il y a la filière de la mobilité. Alors, c'était le débat de ce matin d'ailleurs. Comment les structures d'insertion, enfin, parce que là, c'est encore partie d'un contexte réglementaire avec la loi LOM, les mobilités douces, donc l'entretien des vélos, on peut imaginer les garages solidaires, on peut imaginer la mobilité douce, et comment les structures peuvent accompagner peuvent se mettre en lien avec ces filières. Bon, il y a la question du grand âge, bien entendu, mais là, c'est un peu plus complexe. Donc, j'y n'irai pas aujourd'hui, mais voilà, là, on est plutôt sur la mise à disposition de personnel. Mais ça peut être des structures qui font du service à la personne. Il faut aussi, voilà. Donc, on est plutôt sur ces quatre champs d'activité-là aujourd'hui. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai en avril 2022. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur ces champs-là. Et pour compléter. Non, du coup, j'en profite pour saluer Laurie qui essaie désespérément de me joindre sur les questions, justement. Ça pourrait être intéressant d'entendre Laurie sur le projet qu'elle peut avoir à Espoir. Je ne veux pas après la mettre en difficulté, si elle ne veut pas en parler, elle n'en parle pas, mais en tout cas, ça fait partie des projets que les structures se... Donc, je suis désolé, Laurie, je ne décroche pas mon téléphone, je ne réponds pas à mes mails, mais... voilà. Il n'y a aucun souci. Oui, effectivement, avec Espoir, on a un projet de créer une ressourcerie BTP, parce que donc Espoir Avenir, c'est une ACI, donc je la présente vite fait. Hein. Je suis arrivée il y a 2 semaines, donc il ne faut pas non plus me poser trop de questions, mais qui donc œuvre dans le champ du bâtiment, donc qui est quand même assez reconnu maintenant, parce que ça fait quand même une 30aine d'années qu'existe Espoir Avenir, les espaces verts, et maintenant on fait aussi l'éco-pâturage. Et donc, comme on a un champ sur le bâtiment, on aimerait bien ouvrir une ressourcerie BTP. Donc, on est vraiment en mode projet, mais vraiment ouvrir sur le secteur du Valenciennois, donc tous les déchets, puisque les déchets des bâtiments se représentent à peu près 40 tonnes par an. Donc, c'est un marché qui peut marcher, peut marcher pour le coup. Et après, pourquoi pas aussi aller plus loin sur tout ce qui va être la création, recycler des matériaux qui peuvent servir sur autre chose, donc aussi travailler sur la créativité des salariés et pourquoi pas ouvrir avec des ateliers de recyclerie, aujourd'hui ça marche pas mal. Mais c'est des idées hein, pour l'instant, donc c'est pour ça. Et pour rebondir et fermer la parenthèse peut-être de cette question, toujours sur l'économie circulaire, c'est vrai que ça se place aussi dans un cadre législatif et réglementaire. Très concrètement, c'est un peu dans l'air du temps. C'est vrai qu'avec la loi AGEX et anti-gaspillage économie circulaire, il y a de nouveaux objectifs de réduction des déchets en lien avec l'objectif global de neutralité carbone que la France s'est fixé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs périodes en fait avec des objectifs de réduction, réutilisation et réemploi et de recyclage en fait dans lequel s'inscrit vraiment le projet que Madame Boulange a présenté, aussi bien le bâtiment, Sylvain a parlé de reconditionnement de matériel informatique et électronique, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui en fait est porteur d'activités de support et derrière d'emploi quoi derrière. Voilà. Merci Gaëlle. J'avais vu qu'Aurélie avait levé la main et a rebaissé depuis. Alors peut-être qu'il y a eu la réponse à la question. Non, justement, le tiers-lieu ayant sa partie co-living, ça a relevé d'autres questions en moi quand justement on parlait des différents métiers qui pouvaient être touchés. Je sais que mon co-living a besoin effectivement je dis facilitateur, mais pour pas dire concierge. Et cet habitat, ce co-living, donc cet habitat partagé, forcément c'est de l'autogestion. Mais si justement
on pouvait y employer, y inclure quelqu'un qui vienne de la rue, hein, tout simplement le sortir de la rue, donc quelqu'un qui ne bénéficie ni d'AAH, ni de RSA, ni voilà, vraiment, on pense vraiment à quelqu'un sorti de la rue. Est-ce que si je suis une structure d'insertion, est-ce que je peux employer donc cette personne, est-ce que je peux l'amener à être agréée et travailler? Mais c'est surtout qu'au bout de 24 mois, cette personne, je ne vois pas comment je peux pérenniser son emploi finalement, puisque des concierges, ça court. Enfin, voilà, ce n'est pas le métier qu'on recherche aujourd'hui. Dans l'habitat partagé, moi, je lui vois une place, mais au bout de 24 mois, qu'est-ce que je fais? Enfin, quelle est la différence du coup avec un contrat aidé? Allô, Pôle emploi, j'aurais besoin de quelqu'un dans le besoin. Je vais lui mettre sa petite place de concierge, de facilitateur. Et voilà, vraiment, une fois de plus, je me pose plein de questions. Mais comment... Enfin, est-ce qu'on a une obligation de résultat derrière? Pour moi, c'est évidemment qu'il faut un résultat derrière. Mais ce bon monsieur, je lui dis quoi, moi, au bout de 24 mois, si je n'ai pas réussi à le faire rentrer dans un grand immeuble parisien? Enfin, vous voyez, vous comprenez? Oui, mais Marie-Laure, vous aviez des objectifs à un moment donné. Alors, effectivement, vous allez être attendu sur la mise à l'emploi. C'est ce qui était dit, ou la formation. Partez du principe que ce que vous proposez est un support et pas forcément une finalité en soi pour les salariés en parcours. Hein. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas quel modèle vous souhaitez mettre en place, si c'est plutôt ACI, EI, ça, on est encore peut-être trop tôt pour le dire. Mais généralement, en atelier chantier d'insertion, le support qui est proposé, le support de travail, le support d'activité qui est proposé aux salariés d'insertion n'est pas la finalité. C'est pas parce que je fais de l'espace vert que tous les salariés en insertion d'espace vert doivent arriver dans une entreprise d'entretien d'espace vert à la fin. On va confier une activité et on va travailler sur le projet professionnel. Donc, vous ne mettez pas la pression en disant il faut absolument que ce que je propose, ça soit la finalité professionnelle. Votre salarié veut peut-être être accordéoniste, plombier, spationaute, et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est vraiment sur c'est sur le projet professionnel. Moi, je t'accueille chez moi, je te propose ça comme support d'activité, mais en parallèle, et c'est lié, hein, vraiment lié, j'insiste vraiment quand je reçois les porteurs de projets, quand vous salariez les personnes, c'est à la fois, OK, il y a une activité, une production à porter, etc. Il faut que tu sois là à l'heure et que tu viennes tondre, etc. Mais en parallèle, tu dois également intégrer un cursus d'accompagnement socio-pro qui va nécessiter des rendez-vous réguliers avec le conseiller d'insertion professionnelle, et on va travailler sur ton projet professionnel. Et on va t'aider là-dessus, on va mettre en place des petites sessions de formation, on peut mettre en PMSMP, ce qu'on appelle en période de stage. Alors je vais dire, je suis de la vieille école, moi, mais les périodes en milieu, enfin, je n'ai jamais su d'ailleurs, c'était tellement plus simple avant. Situation professionnelle, non? Ouais, voilà. Merci Stéphanie, je voyais Stéphanie et Célestin qui sont venus à l'aide, mais moi j'appelais ça EMT avant, c'était beaucoup plus simple. Oui, c'est vrai, c'était mieux. Et je suis toujours resté là-dessus. En tout cas, voilà, vous avez quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez mettre entre parenthèses voilà, pendant une semaine. Alors bien sûr, c'est une volonté de votre part, mais ça fait partie du job. De dire, bah, tiens, tu veux faire plombier, bah, je te mets en stage pendant une semaine en plomberie. Puis tu vas voir si ça te convient ou si ça ne te convient pas. Et on va voir un peu les carences. Et du coup, on va travailler sur ça. Enfin, voilà, c'est tout ça qui fait l'objet de… Donc, il ne faut pas vous mettre… voilà. Le support n'est votre activité n'est qu'un support pour travailler sur le projet des personnes. Oui, je comprends mieux. On est beaucoup plus sur un tremplin et sur une… Je dis… oui, sur se restabiliser, se réapproprier l'emploi. Et OK. Et ça fait partie dossier unique d'insertion. Tout à l'heure, on vous en parlait, c'est un gros pavé. Alors aujourd'hui, il est de manière dématérialisée, mais le projet social, c'est alors de mémoire, alors je ne l'ai plus ici, mais c'est 3 axes sur 5. C'est peut-être même plus, c'est peut-être 4 axes qui sont vraiment portés
sur ce projet social. Moi, sur mon territoire, je veux créer cette activité pour des salariés en insertion. J'ai déjà repéré sur mon territoire des organismes de formation que je pourrais solliciter sur tel ou tel secteur d'activité. Et j'ai déjà repéré peut-être une, deux, trois sociétés, entreprises privées qui seraient prêtes à m'accompagner dans la démarche. Moi, hier, j'étais avec un créateur, hier ou avant-hier, peu importe, mais j'étais avec un créateur qui a déjà identifié, qui a déjà identifié sur son territoire des acteurs économiques qu'il pourrait mobiliser dans le cadre de… Voilà. Alors, ça ne veut pas dire ce que vous allez écrire sur le DUI et les partenaires, elles sont figées et gravées dans le marbre, hein, ce n'est pas ça, mais en tout cas, ça fait partie de la réflexion que vous devez avoir, projet social, environnement économique, environnement territorial, et comment, voilà, mon support d'activité peut être une richesse sur mon… Voilà, et un support d'activité, voilà, en tout cas un tremplin, comme vous l'avez dit, mais pour mes salariés en insertion. Donc, il y a une recherche, hein. Il y a quand même, voilà, il faut appréhender tout ce volet-là, qui est pour moi très important. Voilà, j'allais dire autre chose, mais je me tais. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un minima? Est-ce que je peux être structure d'insertion par l'activité économique avec uniquement un salarié? Alors, tout dépend du modèle économique. Généralement, j'aurais tendance à vous dire pour les entreprises… Moi, j'ai déjà vu des entreprises d'insertion avec 2 ETP. Après, sur les chantiers, on est sur… en termes de viabilité, enfin, il faut partir sur un effectif qui est un petit peu plus… alors, vous dire les minimums, je pourrais regarder ça, mais qui tourne plutôt autour de 6-8 personnes, quoi. 6-8 équivalents temps plein. Parce qu'un ACI, on attend de l'encadrement, on attend de l'accompagnement. Donc, forcément, c'est ce que vous avez précisé dans votre dernière diapo, un directeur, un accompagnateur, un encadrant. Bah, ça, il faut… Alors, je vais parler business, mais il faut le rentabiliser. Si on recrute un encadrant pour 2 personnes, vous allez vite… là, pour le coup, le business plan risque d'être un peu malmené. Ok, merci. Alors, je peux intervenir? Oui. Je voulais… nous avons parlé effectivement de l'agrément des personnes et un peu leur identification. Nous avons parlé des entreprises. Et puis, là, on vient juste de l'effleurer, mais enfin, c'est ce qui me questionne le plus, hein. La qualité de tout ça est quand même liée à la qualité de l'encadrement, de l'accompagnement. Vous venez de parler effectivement de pérenniser tout ça. Quand on démarre effectivement avec peu d'équivalent de temps plein, quel modèle, quel accompagnement, comment financer l'encadrant, le conseiller d'insertion, etc. Tout ça est attendu dans le dossier. On ne peut pas faire sans. Enfin, voilà, là, je ne sais pas trop comment prendre tout ça, mais c'est quand même un élément bloquant quand on démarre petite structure pour pouvoir finaliser cette partie-là de ressources humaines. Donc, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider? Puisque c'est là-dessus que nous bloquons, très honnêtement. Voilà. Et c'est là-dessus que souvent les porteurs de projets nous questionnent. Là, pour le coup, il n'y a pas d'aide en plus. L'aide qui est apportée en direction des structures d'insertion, c'est notamment sur l'aide, ce qu'on appelle l'aide au poste. Alors, là, j'ai pas de solution clé en main par rapport à ça. Ça fait partie du business plan. Enfin, il faut les intégrer. Il y a cette question, notamment sur l'encadrement. Il y a cette question éventuellement d'externalisation de l'accompagnement socio-pro auprès d'autres structures qui sont sur le côté. C'est ce que j'ai déjà été amené à proposer à certains porteurs de projets, de dire, bah, moi, pour le moment, recruter quelqu'un en CIP, c'est pas forcément simple parce que j'ai 2 personnes, 3 personnes, c'est pas efficient.
Donc, bien sûr, avec sous forme de facturation, et de dire est-ce que la structure d'à côté peut recevoir régulièrement mes CIP. Et après, voilà, on reste dans le droit commun. Des emplois francs, quand les secteurs, enfin voilà, recruter un encadrant qui rentre dans les emplois francs, mais il n'y a pas d'aide spécifique par rapport à ça. Là, pour le coup, j'ai pas de. Il faut que ça fasse. Effectivement, c'est l'élément questionnant, alors pas forcément bloquant, mais questionnant dans le business plan par rapport au secteur d'activité. Voilà, vous avez. Il y avait la balance qui était très bien faite, hein, les aides de l'État et qu'est-ce que je dois commercialiser. On est clairement là-dessus, quoi. Et du coup, dans le. Voilà. Ce que je dois rentabiliser, c'est le coût du directeur, le coût de l'encadrant, et doit être très clairement mis sur le devant. Mais là, on ne rentre pas dans le droit commun, quoi. On rentre dans le droit commun et pas forcément dans des aides spécifiques. Alors, je pourrais parler de la région sur certains modèles de l'économie, certains modèles de l'IAE peuvent vous aider, mais c'est des aides ponctuelles. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont des aides d'amorçage. Mais voilà, j'ai pas d'autre, hélas, pas d'autre chose à vous dire qu'il faut l'intégrer dans votre business plan, quoi. Merci Sylvain. Je crois savoir que Gaël et vous avez une réunion qui va débuter dans quelques minutes. C'est impressionnant quand même le vendredi matin à l'IRIE. Hein. C'est tous les jours comme ça, hélas. Franchement. Alors, écoutez, merci d'avoir participé à l'élaboration de ce webinaire. Merci d'avoir joué le jeu du question-réponse. Et puis, ce qu'il y a de super, c'est que les personnes présentes vous ont identifié, donc pourront directement revenir vers vous ou par notre biais. Je vous remercie à tous pour cette participation, cette interactivité et cette bonne humeur. Le webinaire vous sera transmis par mail, donc le lien du webinaire vous sera transmis par mail. Nous sommes à votre disposition si d'autres questions venaient à émerger et si nous n'avons pas la possibilité de vous répondre, eh bien, nous transmettrons les questions à Sylvain ou Gaël. Et voilà, j'espère que cela vous a convenu, ça a répondu à l'essentiel de vos questions. Et nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci à tous. Merci à vous. Beaucoup. Merci pour l'initiative. Au revoir. Merci. Au revoir.